Je me présente, je suis Philippe Leclerc, cofondateur et directeur général de New Start Mobilité, qui, je vous le rappelle, et vous le connaissez tous, est l'agence d'information politique, économique et stratégique dédiée au secteur des mobilités. Et outre la dimension informationnelle, notre rôle aussi, c'est d'organiser des événements comme celui-ci, en off, des événements d'intelligence économique et d'influence, qui permettent à nos lecteurs abonnés d'échanger avec notamment le législateur, en fonction de l'actualité. Et aujourd'hui, vous le savez tous, évidemment, le sujet, c'est la loi cadre, dont les débats à l'Assemblée nationale viennent tout juste de commencer en début de semaine. Je vais laisser la parole à Vincent. Simplement, sachez qu'on a 1 heure ou 1 heure et quart à peu près d'échange avec une bonne heure avec nos députés, et qu'ensuite, bien sûr, vous pouvez rester ici, il y aura des croissants et des jus à consommer, parce que c'est important également de pouvoir échanger entre vous, hein, c'est aussi l'intérêt de ce type de réunion, c'est de pouvoir échanger entre acteurs et décideurs du secteur de mobilité. Merci à tous. Vincent, à toi. Morgane, pardon, excuse-moi. Oui, bonjour à tous Celui-ci marche. Merci, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être tous présents. Donc c'est un peu nouveau qu'on passe ça au Solferino. Et donc vous venez un peu inaugurer un nouveau rendez-vous, un format de débat qui réunit des députés engagés dans l'examen du projet de loi cadre sur les transports. On va vite entrer dans le vif du sujet, puisqu'effectivement on doit libérer nos députés à partir de 9h. On va essayer de respecter le timing. En tout cas, le calendrier est idéal, puisqu'il y a eu un premier examen pour avis par la Commission des Finances le 25 juin. La Commission du développement durable examine le texte depuis le 29 juin et poursuit ses travaux jusqu'à demain. Donc vous voyez, on est bien dans le timing. Et donc on a le privilège d'échanger avec vous, messieurs les députés, juste avant la reprise des travaux en commission, qui va vous contraindre donc à nous quitter assez rapidement. Donc l'ensemble de la rédaction tient à vous remercier d'être présent. Madame Rigui devrait arriver. Monsieur Meurin, merci d'être venu. Vous êtes député du Gard. Monsieur Cernon, député de l'Essonne. Un mot sur le format, on va veiller à ce que chacun puisse s'exprimer un peu sur l'ensemble des thèmes. Et on va commencer tout de suite par un premier tour de table. Quelle est votre appréciation, vous, globale, de ce projet de loi cadre sur les transports? Quels sont les points clés un peu à retenir, votre appréciation vraiment générale avant qu'on rentre dans le détail des articles et des amendements que vous allez porter? Mais vraiment, voilà. Bon, déjà merci pour l'invitation, merci d'organiser ce débat. Je pense que, en tout cas pour tous ceux qui apprécient le transport et qui pensent que le transport public, le transport en commun, c'est quelque chose d'important dans notre société, dans l'aménagement des territoires et dans le déplacement des personnes, d'organiser ce genre de discussion, c'est quelque chose de très important, et encore merci. Alors, sur cette loi cadre, il y a un truc qui nous pose énormément de problèmes, et c'est notamment l'article 1 qu'on va attaquer à 9h, c'est cette fameuse loi de programmation, parce que c'est une anomalie européenne, nous n'avons pas de loi de programmation en France, en termes de transport, d'infrastructure et tout ce qui ressort. Finalement, c'est un véritable problème, c'est un poids financier, c'est un problème d'anticipation, et on voit qu'aujourd'hui, c'est un énorme point noir au niveau des transports, et malheureusement, cette loi cadre renvoie à une loi de programmation qui n'arrivera sans doute jamais. Voilà. C'est vraiment le regret numéro 1. Nous, on avait essayé de fixer dans les 6 mois, on avait essayé aussi de faire rentrer quelques articles qui feraient que, notamment en loi de finances, on puisse avoir une garantie de 4,5 milliards d'euros, puisque c'est ce qui a été acté et mis dans le contrat de performance entre SNCF Réseau notamment et l'État. Et malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup d'articles qui sont tombés, d'amendements qui sont tombés, notamment sous prétexte de ce qu'on appelle l'article 40, qui est création de charges. Et au final, voilà, on se retrouve avec une loi un peu vide, qui, à mon sens, et surtout des rustines à la question de l'ouverture à la concurrence et les problèmes que ça peut engendrer, les problèmes que ça peut poser. Et donc voilà, je trouve que c'est dommage. Et finalement, derrière cette grande conférence qu'il y a pu y avoir, Ambition France Transport, et finalement ce qui en est ressorti avec cette loi cadre transport, il y a un peu un grand décalage. Donc on verra ce qui va en ressortir, et puis on verra surtout si ce sera mis un jour à l'ordre du jour de l'hémicycle. Mais en tout cas, voilà, on trouve que c'est pas suffisant, ça ne va pas assez loin, et puis il y a toujours cette question du financement qui est en suspens, puisqu'on nous parle du bénéfice des concessions autoroutières qui n'arrivera pas avant 2030.
Donc, et qui sera en plus étalé dans le temps. Donc moi j'aimerais bien que le gouvernement nous réponde sur ces 4,5 milliards. On verra ce qu'il en est aujourd'hui en commission en tout cas. Merci beaucoup pour votre invitation. J'étais déjà venu pour parler des ZFE il y a quelques mois et c'était un plaisir. Écoutez, j'ai un sentiment qui est assez proche de Monsieur Sernon sur cette loi cadre. Une grande frustration intellectuelle, une immense abîme de réflexion sur la notion que le gouvernement peut avoir de ce qu'on appelle une loi cadre. Je vais vous donner 2 exemples. C'est aborder des sujets majeurs, qui est l'ouverture à la concurrence par le prisme de la biéthique. Me paraît pas s'inscrire dans un concept de loi cadre. Adopter le sujet majeur de l'avenir des concessions autoroutières par le prisme des PHQ libres me paraît absolument pas rentrer dans une notion de loi cadre. C'est un peu les débats qu'on a eus ces 2 derniers jours, puisque on a débuté l'examen lundi, dès lundi. Donc j'ai un peu une grande frustration intellectuelle dans l'examen de ce texte, c'est-à-dire on va dire la frustration de passer à côté d'une vraie occasion de parler des transports avec une vision de court, moyen, long terme. Quand vous avez une loi cadre qui commence dès son article 2 par des petites mesurettes sur les bornes de recharge électrique, ce qui est un sujet important, tout est important, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on examine en fait une espèce de, non pas une loi cadre, mais une circulaire ministérielle de bas niveau intellectuel. Donc on le fait, le boulot, il n'y a pas de problème, on va l'examiner, cette loi, mais il n'y a pas la moindre vision de ce que pourraient être les transports du 21e siècle. On est déjà en 2025, on a déjà fait un quart du chemin de ce siècle et il ne se passe rien. Et je rejoins Monsieur Sernon, en termes de financement, on navigue complètement à vue. Voilà, moi j'espérais étudier une loi de désenclavement de nos territoires, une loi qui traite de l'avenir des concessions autoroutières, qui traite de l'avenir industriel, parce que le sujet est connexe, de nos mobilités routières notamment. Enfin, voilà, donc je vous partage sur le sentiment qui est le mien, un abîme de perplexité sur ce texte. Voilà. Alors, ce matin est consacré à l'article 1, puisqu'il va être examiné en commission du développement durable à 9h. Donc l'article 1 qui consacre la loi de programmation dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas. Et vous allez travailler dessus par amendement, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ces 2 derniers jours. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce premier amendement, sur ce premier article, et est-ce que vous allez l'amender, et quelle est votre position dessus sur cette loi de programmation, Monsieur Sernon? Oui, sur ce premier article, déjà c'est ce que je disais, la difficulté qu'on a, c'est que dès qu'on pose un amendement qui peut créer des charges, on se retrouve en irrecevable. Donc déjà c'est très compliqué, parce que du coup on est quand même dans un cadre très contraint, que ce soit en termes de délai pour cette loi de programmation comme en termes de montant. Nous, ce qu'on espère quand même, c'est qu'on va avoir des vrais débats, des vraies discussions, et qu'on ne va pas rester dans le flou artistique dans lequel on est depuis 2 jours. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui des mesures concrètes. Les transporteurs attendent des mesures concrètes. La question de l'infrastructure, on le voit d'année en année, on a un vieillissement du réseau. Il suffit de regarder chez nos voisins ce qui s'est passé en Allemagne. Le réseau a décroché d'un coup. Là, pour l'instant, je ne sais pas, il y en a peut-être un qui brûle un cierge tous les jours à l'église en se disant bon, on espère que ça va tenir, mais quand on voit en plus les conditions climatiques qu'il peut y avoir, il n'y a qu'une seule crainte, c'est que ça décroche d'un coup et que ça nous coûte beaucoup plus cher. Toutes les études l'ont montré, tout ce qui a été fait l'a montré. Quand on ferme une ligne et qu'on la rouvre, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, là, plus on va attendre, plus ça va nous coûter cher. Donc ça se trouve, le temps qu'on ait la loi de programmation, on était à 4,5 milliards, on va se retrouver à 6 milliards. On voit bien qu'il faut absolument sortir de cette ornière-là, et puis on ne peut pas continuer à avoir un réseau qui vieillit comme ça
incessamment, des territoires qui se retrouvent de plus en plus isolés, des petites lignes qui ferment à tout va. Alors on nous parle de contrats de performance, on nous parle de CPER, on nous parle de... Bref, tout ça, quand on regarde la réalité des choses, c'est que déjà les contrats de performance, toutes les régions sont montées au créneau, et je les comprends, parce que vu ce qu'il y a dedans, franchement, c'est irréalisable. Et puis les CPER, quand on regarde combien il y en a qui ont été réalisés et combien qui sont à jour, franchement, il y a un décalage énorme. Donc il y a un moment, il faut se poser autour de la table et dire voilà, il y a une urgence. Moi, quand on m'explique non, il n'y a pas de sous, c'est pas possible, il faut serrer la ceinture, etc. Bon, il y a un moment, il faut faire des choix politiques. Et puis toujours cet argument de il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Bon, il y a quand même un certain nombre de taxes qui ont été mises en place. Je crois qu'on y revient un petit peu plus tard, mais TSBA, TICPE, éco-contribution, bref. Il y en a quand même un paquet qui permettent de financer notamment des transports, des mobilités durables. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. C'est soit on veut sauver les petites lignes, soit on ne le veut pas. Est-ce qu'on fait le choix aujourd'hui de ne pas tout mettre sur les lignes à grande vitesse et sur les trains du quotidien? Voilà, c'est ces questions-là qui vont être posées aujourd'hui autour de l'article 1. Et j'espère qu'on va pas être en train de chicailler, savoir si on met le mot modernisation avant le mot régénération, si on met le mot je sais pas quoi. Parce que franchement, c'est pas ça le fond du débat. Le fond du débat, c'est qu'il faut trouver de l'argent. Et il y a un moment, comment on le met sur la table? Oui, à titre infiniment personnel, je ne m'intéresserai pas spécialement à tous les super amendements rédactionnels de Olga Givernet. Cet article 1, mais comme la totalité de ce projet de loi, passe à côté complètement d'un certain nombre de grandes questions. Au premier rang desquels la simplification administrative autour de la question de la modernisation, de l'entretien et même de la construction d'infrastructures de transport, que ce soit ferroviaire, routier, etc. Moi, dans ce projet de loi, la plupart des amendements les plus politiques et les plus à mon avis, pertinents en termes du fait de repenser le système des transports en France, ont été déclarés irrecevables. Donc en fait, aujourd'hui, dans ce texte, on est quelque part des fonctionnaires qui bidouillons des mots, alors que nos amendements les plus politiques ont été tous déclarés irrecevables, ce qui nous agace d'ailleurs énormément. Moi je pense que M. Cernon a parlé du train à juste titre. On a des infrastructures vieillissantes, c'est pareil pour la route. La France est passée du 1er rang au 18e rang mondial pour la qualité de ses routes secondaires. Il y a énormément de sujets majeurs à aborder, comme par exemple le renouvellement des concessions autoroutières. Qu'est-ce qu'on fait de ces concessions autoroutières? Pourquoi on n'a toujours pas un début d'inventaire, notamment de la concession autoroutière de Sanef qui doit s'arrêter en 2031, parce que justement l'État n'a pas les armes et n'a pas les compétences pour travailler sur ces inventaires avec les concessionnaires aujourd'hui. On devrait discuter du fait de réduire ces concessions autoroutières dans le temps, peut-être même dans l'espace, pour les rendre plus accessibles à des ETI, des grandes PME, les désallotir pour permettre à ce que des petites entreprises françaises puissent y participer. On n'a pas ce débat-là. On n'a pas le débat du financement. On a un ministre qui nous dit « j'ai mis 1,5 milliard, j'ai mis 1,5 milliard, j'ai mis 1,5 milliard ». Le ministre, il n'est pas venu pendant 2 jours débattre de ce texte. Alors j'imagine qu'il sera là tout à l'heure. Mais un des sujets majeurs que nous voulons poser sur la table, c'est que ces concessions autoroutières qui ont été payées par les Français, les péages doivent désormais pouvoir financer l'entretien des routes secondaires qui se tiers-mondisent aujourd'hui dans notre pays. Or, un des enjeux majeurs, l'enjeu majeur qu'on a aujourd'hui sur le sujet des transports, c'est le désenclavement de nos territoires, et notamment de nos territoires ruraux. Il y a effectivement les lignes fines de train ont fermé, mais en même temps, vous avez un réseau routier secondaire qui se tiers-mondise. Vous avez des collectivités qui ne peuvent plus payer l'entretien des routes secondaires, qui préfèrent d'ailleurs construire des ralentisseurs plutôt que d'entretenir les routes secondaires. Et on a un sujet majeur autour des ouvrages d'art, où on risque des accidents
à court ou moyen terme, aussi spectaculaire, je ne le souhaite pas, mais que le pont de Gênes. En 2019, le Sénat, ça devrait intéresser le ministre Tabarot, avait fléché 120 millions d'euros pendant 10 ans pour rénover tous les ouvrages d'art, les ponts de ce pays que les départements et les communes n'ont pas les moyens de payer. Et le dernier sujet, et après je laisse la parole, la loi L'Homme de 2019 est une usine à gaz en termes de gouvernance et pour savoir qui fait quoi au niveau des transports. Entre les AOM, les régions, l'État, les départements, les collectivités, tout ça est une usine à gaz. Ce qui fait qu'on ne fait rien. Donc, j'en reviens à l'enjeu de simplification. Ce texte passe complètement à côté de la simplification et de l'agilité qu'on pourrait avoir sur le sujet. Et je conclue en vous disant que parfois les spécialistes d'un sujet sont les ennemis de leur spécialité parce qu'ils vont tellement dans le détail qu'ils ralentissent ce qu'il faudrait faire et qu'ils vont tellement dans le détail que du coup ils n'ont pas la vision qu'il faudrait avoir à court, moyen et long terme. Plaisir d'accueillir Madame Arriguier. Bienvenue. Bonjour. Merci dans le tunnel du métro. On a partagé, messieurs les députés ont partagé un peu leur frustration avec le... Moi, je voulais revenir sur le travail parlementaire. Pourquoi vous dites qu'il y a des amendements qui ne sont pas recevables? Madame Arriguier, peut-être aussi vous partagez votre arrivée comme ça. Oui. Votre premier ressenti, c'est avec les points clés à retenir sur le projet de loi. Donc la frustration a déjà été partagée, et notamment le calendrier, le timing est très serré sur l'examen. Je sais que vous y êtes sensible, et M. Lebrun, si vous pouvez nous préciser un peu pourquoi les amendements sont jugés irrecevables au niveau technique. Voilà. Alors, direct dans le sujet pointu, donc moi je voudrais quand même reprendre sur la question de la loi. Donc c'est une loi qui était attendue, suite aux Assises de France Transport, où s'est dégagé un véritable consensus transpartisan sur la nécessité de régénérer, moderniser notre réseau ferré et de façon générale d'offrir aux usagers un choc d'offres en termes de transport. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ces Assises France Transport ont été organisées à la suite de la loi de 2023 qui avait reçu un accueil très favorable, en tout cas de notre part, et de l'ensemble d'ailleurs des forces de gauche et écologistes sur les SERM, et c'était le prolongement de cette loi. Donc à ce titre-là, moi je pense qu'on peut partir quand même d'un point positif qui est le consensus qui s'est formé autour des Assises France Transport, parce que ça pourra servir pour après. Pourquoi je dis ça pourra servir pour après? Parce que cette loi cadre, qui est une loi ordinaire en réalité, ça n'existe pas une loi cadre dans la hiérarchie des normes, en fait annonce ce que nous aurions eu comme idée que ça fasse. Et donc les annonces, on en a déjà eu dans le cadre de la loi L'Homme, avec l'idée de l'inscription d'une loi de programmation, et c'est bien l'intention qu'avait d'ailleurs le ministre des Transports, d'une loi de programmation qui s'est heurtée au mur de Bercy, et donc on se retrouve avec cette loi ordinaire qui refixe une intention. Et c'est là que le sujet blesse en réalité, c'est que des intentions en termes de transport, on n'en manque pas, mais ce qu'il nous faut, c'est des réalisations. 98% des déplacements du quotidien, quelle que soit la mobilité, sont des déplacements, 98% des déplacements sont des déplacements du quotidien. Et donc on voit bien dans le contexte que nous connaissons, même si ça va mieux ces jours-ci, et dans le contexte évidemment géopolitique que nous avons connu et que nous continuons à connaître par rapport à la cherté de l'essence, il est évident qu'il faut que nous proposions à nos concitoyens des transports fiables, réguliers, cadencés, enfin tout ce que vous savez si vous êtes ici parce que vous êtes intéressé par les transports. C'est ce que réaffirme l'article 1 de cette loi cadre, sans aller jusqu'au bout évidemment, qui est celui du financement. Mais on a le budget de 2027 qui va arriver, et donc là on va voir en réalité ce à quoi évidemment cette loi cadre se confronte, et si effectivement dans le cadre du budget 2027 eh bien il y a la réponse
aux annonces qui ont été faites dans la loi cadre. C'est un peu ironique ce que je dis là, vous l'avez compris. Alors donc sur ce sujet-là, et pour répondre plus précisément à la question, il y a effectivement des amendements qui ont été jugés irrecevables. En fait, moi les miens ont tous été retenus. C'est pas toujours, hein. Parce qu'en réalité, c'est l'article 40 qui s'oppose à nous de façon générale parlementaire, qui fait que nous ne pouvons pas créer de nouvelles charges. Et donc, à ce titre-là, si nous, dans nos amendements, nous souhaitons évidemment améliorer le texte, mais que par conséquent ça crée une nouvelle charge, eh bien l'amendement va être rejeté. Et en réalité, c'est dans le cadre du dispositif de la loi de finances que pourraient être portés ces éléments-là, mais à ce moment-là, il faut le gager. En général, on le gage sur le tabac, mais ce n'est pas nécessaire également que les amendements c'est pas systématique, les amendements soient retenus. C'est vraiment une limite de l'action parlementaire dans l'amélioration des textes, puisque nous ne pouvons pas, c'est constitutionnel, créer de nouvelles charges. Alors pour pouvoir évidemment avoir du grain à moudre, ben encore faut-il créer de nouvelles recettes. Et là, nous ne manquerons pas d'idées, je peux vous assurer. Vous vouliez réagir ? Très rapidement, il y a une autre manière de déclarer un amendement irrecevable, c'est de le considérer comme cavalier. C'est pas uniquement les amendements qui créent des charges. Aujourd'hui, il y a un arbitrage quasiment discrétionnaire, voire arbitraire sur la recevabilité des amendements. C'est-à-dire qu'en fonction des présidents de commission, de l'ambiance du moment, d'un président de séance, etc., vous avez des amendements qui sont supposés avoir un lien, même indirect, avec le texte. Ça, c'est aussi la Constitution. Mais sont déclarés irrecevables parce que ça ne convient pas au cabinet ministériel ou au ministre. Donc les amendements les plus politiques qui avaient un lien indirect avec le texte ont été considérés comme irrecevables car n'ayant pas de lien direct avec le texte. Donc clairement, le droit des parlementaires à abonder un texte a été muselé dans le cadre de ce texte. Et moi, à titre personnel, depuis ce lundi, je suis furieux contre la recevabilité très restrictive des amendements qu'on peut avoir. Je vais vous donner un seul exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est l'amendement, après vous connaissez mon combat sur le sujet, mais pour la suppression des ZFE, parce que je postule, si vous voulez, que dans le cadre d'un projet de loi 4 sur les transports, le sujet d'interdire à 13 millions de Français de rentrer dans les grandes villes ait un lien indirect peut-être avec le texte de projet de loi 4 sur les transports. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on a beaucoup d'amendements qui ont été déclarés irrecevables parce que je pense que le ministre veut qu'on aille vite. Voilà. Ajouter à ça une rapporteure qui n'est pas super conciliante et pas super diplomate, ça nous donne, dans notre groupe, pas des super dispositions pour l'examen de ce texte. En tout cas en commission, après on verra en séance. Oui, on vous avait aussi abordé justement les infrastructures routières. Monsieur Serment, est-ce que vous pouvez, un peu éclaircir votre position? Est-ce que vous êtes pour justement que la route finance le rail? Est-ce que c'est important justement dans ce texte Financement du rail, le financement de la route, etc. Nous, on estime quand même qu'on a une puissance publique. On estime quand même qu'il faut aussi un État stratège, parce qu'avant de parler d'argent, il faut quand même savoir où c'est qu'on va le mettre et puis comment on va l'utiliser, parce que c'est un peu ça aussi la question quand même, et que beaucoup de Français d'ailleurs se posent comme question, parce qu'ils payent toujours plus d'impôts, mais on voit toujours moins de services publics. Donc forcément, se pose quand même cette question-là. Et déjà, si on pouvait avoir un pilote dans l'avion et savoir où c'est qu'on va et où c'est qu'on met cet argent, ce serait déjà pas mal. Mais après, sur la question en effet du financement de la route, en tout cas que ce que rapporte la route va financer des mobilités durables, nous on estime que c'est une nécessité, tout simplement parce que on estime, en tout cas, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, face au dérèglement climatique, face à plein d'urgences, la question des transports publics, la question des mobilités durables, elle est centrale dans la planification écologique. Et vous le verrez quand on sortira notre programme complet, avec les écorégions, où on le lie évidemment à la question des transports, à la question des mobilités, parce que c'est essentiel. Et donc oui, on estime que, alors déjà, premièrement,
Il y a une question européenne aussi vis-à-vis de la route, notamment dans le routier, du transport de marchandises, où on trouve que la concurrence quand même elle est un petit peu beaucoup déloyale sur ces questions-là. Derrière se rajoute le coût de la route. Voilà. Est-ce qu'on estime que les transporteurs payent leur coût réel ou pas? Il y a la question évidemment du report modal aussi du transport de marchandises, et là très clairement c'est une défaite complète dans cette loi cadre, puisque je crois qu'il y a une ligne ou deux sur la question du fret ferroviaire, mais c'est tout, alors que c'est un outil industriel exceptionnel et que ça fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'on finisse par le casser, premièrement en abandonnant le wagon isolé dès les années 90, et puis ensuite en l'éclatant avec l'appui de l'Union européenne et de sanctions. Mais voilà, ces questions-là, elles sont vraiment centrales, mais nous on part du principe quand même qu'il y a un besoin de financement, ça c'est clair. On estime que la route, le tout bagnole, il faut en sortir. Voilà. On aura toujours besoin de la voiture. On n'est pas complètement fou. On va pas mettre tout le monde dans les trains, on va pas mettre tout le monde dans les bus ou je ne sais quoi. Il y aura toujours besoin de la voiture. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 2, voire 3 voitures à la maison? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser sa voiture d'un point jusqu'au terminus au point B? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la mettre dans une gare? Alors là c'est pareil parce qu'il y a des questions qui se posent quand même, notamment en Ile-de-France où il n'y a pas de parking pour aller à la gare. C'est un peu problématique quand même. Mais voilà, c'est toute une organisation, et oui, on estime que la route doit réussir aussi à financer les mobilités durables. Il y a des solutions qui existent, mais déjà, si on pouvait avoir un pilote dans l'avion et savoir où c'est que va l'argent et comment on va le dispatcher, ce serait déjà pas mal. Juste une petite remarque, monsieur Sernon. Le fait d'avoir 2 voitures à la maison, c'est ce qui permet à madame de travailler et à monsieur de travailler. Donc 2 voitures à la maison dans les zones rurales, ça favorise le droit des femmes à travailler également. Non mais j'insiste. Dans les zones rurales, très souvent, avoir 2 voitures est juste une nécessité pour vivre et survivre. Je ne suis pas un idéologue du tout voiture, absolument pas, mais 86% des déplacements se font par la route aujourd'hui. On peut regretter les choix qui ont été faits il y a sur ces 100 dernières années, si vous voulez, sur le dernier siècle, mais aujourd'hui c'est un fait. On ne va pas par magie, à moins qu'il y ait un choix, on va dire, autoritaire de société, de mettre par magie les gens dans des trains, sachant qu'effectivement, l'État, ces 50 dernières années, a fermé 30% des dessertes fines de ce territoire, et effectivement, on peut le regretter, on peut effectivement le regretter. Donc, le financement de la route est un enjeu majeur. Et je vais vous dire, en termes de pilote dans l'avion, parce que ça, pour le coup, on partage le diagnostic qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Depuis qu'on a inventé, et c'est très bien, le ministère de la transition écologique, qui s'appelait auparavant le ministère de l'équipement, on n'entreprend plus rien dans ce pays. C'est-à-dire que l'écologie punitive empêche de faire des projets dans ce pays. Vous avez les autorités d'État et déconcentrées au niveau régional. On le voit avec la 69, mais on le voit avec beaucoup, quand je le vois dans ma circonscription, avec une 2 fois 2 voies entre Alès et Nîmes. Ça fait 20 ans qu'on essaye de la finir, alors que Alès prend 1000 habitants par an, et vous avez des bouchons qui créent de la pollution, et on n'arrive même pas à finir 2 km de portion de route qui est pourtant indispensable au désenclavement et au développement économique, aux emplois dans cette région-là. Et ça, c'est à cause de l'écologie punitive et de cette charte de l'environnement qui permet à toutes ces autorités d'empêcher tous les projets de sortir. On a un vrai problème. Aujourd'hui, on devrait mettre en place une politique de grands travaux pilotée par l'État, par un ministère de l'équipement et associé au ministère des Transports, pour désenclaver nos territoires. Désenclaver nos territoires, c'est aussi lutter contre la pollution en fluidifiant le trafic, avec cet enjeu majeur de rénovation de notre réseau routier secondaire, avec cette manne de financement que sont les autoroutes, puisque comme la route a déjà été payée par les Français, le prix des péages pourrait maintenant financer l'entretien de notre réseau routier secondaire, qui était le meilleur du monde. Cette opportunité financière, elle est à saisir, séance tenante, et ce projet de loi cadre sur les transports, hyper techno, passe complètement à côté de ces sujets
Et c'est extrêmement frustrant intellectuellement, comme je vous le disais, etc. Mais bon, l'avantage de la présidentielle, c'est qu'elle va permettre de trancher et en tout cas de mettre sur la place publique tous ces sujets-là. En fait, ce projet de loi n'a absolument aucun intérêt dès lors qu'il n'y a pas de financement, pas de vision. Mais l'avantage des débats sur la présidentielle, c'est que ce sera beaucoup plus intéressant de connaître la vision des candidats à la présidentielle sur les transports que, voilà, comme on dit, voilà, on regarde le doigt, alors qu'en fait, il faudrait regarder à horizon 20, 30, 40, quelles sont les mobilités de demain. Voilà. Enfin, je ne vais pas réagir parce que j'entends ça toute la journée, là, franchement. Enfin, moi, je ne suis pas favorable à mettre en opposition le ferroviaire avec la route. Et donc, là, en l'occurrence, la route, de quelle route parlons-nous? Si c'est les routes nationales, les routes départementales, les chemins vicinaux et les ouvrages d'art et les ponts, on sait que nous avons en la matière un très très gros retard d'entretien et que ça va coûter des yeux de la tête. Il y a eu depuis des années des manquements d'entretien de ces infrastructures, des rapports de la Cour des comptes sur l'état des ponts, et donc il va falloir également investir sur la route. Ensuite, on parle des autoroutes, ce qui est complètement différent. Et là, en effet, l'intention qui est mentionnée dans la loi cadre, c'est que le financement qui manque pour la régénération et la modernisation soit pris sur la question des péages. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais ça c'est 2032-2036. Et donc en 2032 et 2036, le gouvernement du moment fera les choix qui ne sont pas faits aujourd'hui, même si d'ores et déjà, naturellement, il faut commencer à engager le dialogue avec les sociétés autoroutières. C'est ce que j'ai fait dans le cadre des auditions que j'ai eu à tenir dans un délai très contraint au moment avant que ce ne soit évoqué en commission des finances, puisque moi j'étais rapporteur pour avis à la commission des finances. Et donc les sociétés autoroutières, bien entendu, veulent échanger, discuter, mais il faudrait que ces concessions soient reconduites. La question c'est de savoir de quelle façon elles seront reconduites ou seraient reconduites, parce qu'en réalité il y a deux possibilités, soit effectivement Alors si je pouvais terminer sans être interrompu en permanence par les interjections sur ma gauche, c'est assez original, et donc je puisse continuer. Donc il y a deux possibilités, soit il y a de nouveau des concessions à l'issue de 2032 et de 2036, et à ce moment-là des péages dont on peut espérer qu'ils ne seront pas avec les clauses léonines telles qu'ils ont été conclus en 2006 parce que c'était trop au bénéfice des concessions autoroutières et pas suffisamment au profit de l'État et donc nous tous en tant que contribuables. Soit il y a reprise par l'État de son patrimoine, puisque nous sommes toujours propriétaires du réseau. Et donc à ce moment-là, deux autres possibilités qui viennent à l'issue, c'est soit avec péage, soit sans péage. Par exemple, l'Espagne a décidé, à l'issue des concessions, d'ouvrir son réseau autoroutier et de ne plus mettre de péage. Et donc ça, en 2032-2036, peut-être que les gouvernements du moment prendront cette option, et donc les 1,5 milliard que l'on nous promet dans la loi cadre, eh bien, se seront évaporés. Ou alors on le reprend en régie directe, et à ce moment-là avec des péages, et ça sera dans l'escarcelle de l'État, mais à l'État à ce moment-là lui-même d'entretenir tel que le font les concessionnaires autoroutiers aujourd'hui. Donc il y aura vraiment un choix à la fois très politique qui devra être posé, et certainement bien avant 2032, parce que tout ça, ça se discute, ça se décide, et évidemment ça se négocie si on reconduit les concessions, ou ça se discute, ça se décide, et ça s'anticipe si on doit le reprendre en régie directe, parce que il faut reconstituer tout un appareil d'État qui aujourd'hui n'existe plus. Donc il y aura vraiment là un choix très très politique à faire. À titre personnel, je n'ai pas encore vraiment tranché entre l'intérêt concession bien renégocié ou l'intérêt régie bien accompagné. En revanche, à titre personnel, moi je considère qu'il faudra maintenir des péages parce que nous en avons besoin et que lorsque nous serons au pouvoir, nous aurons bien d'autres dossiers à traiter que celui de décider que les péages soient à titre gratuit. Donc j'ai discuté avec des collègues espagnols
ils s'interrogent, ils ont pris une décision, mais ils s'interrogent quand même sur l'opportunité de cette décision qui, du coup, au-delà de l'absence de recettes, a fait qu'il y a eu un report modal sur les autoroutes. Et comme vous l'imaginez, en tant que député écologiste, je ne suis pas favorable évidemment au tout voiture. Alors, le tout voiture, bien entendu, c'est quoi le tout voiture? C'est quand on ne propose pas des transports en commun de qualité, à la fois sur longue et courte distance. Parce que, évidemment, on a besoin de deux voitures si on n'a pas d'autres propositions. Or, d'autres propositions sont possibles, à la fois évidemment dans métropole et périurbain avec ce que l'on appelle les services express régionaux métropolitains, mais là encore, on attend l'État par rapport à la question des statuts des SERM et qu'est-ce que cela va conférer aux collectivités locales en termes de soutien de l'État, au-delà des CPER où il y a eu déjà des sommes qui ont été avancées, mais c'était pour les études. Et puis il y a le deuxième élément, c'est tout ce qui est dans les zones périurbaines et au-delà, c'est-à-dire rurales. Qu'est-ce que l'on peut proposer? Eh bien, il n'y a pas de fatalité à dire qu'en zone rurale, on doit prendre la voiture. Il y a d'autres possibilités. J'ai tenu il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale un colloque sur l'autopartage, par exemple, mais il y a d'autres options, les TAD, enfin, il y a plein d'autres options qui coûtent. Alors, l'autopartage qui coûte cher à la collectivité, c'est elle qui le prend en charge. Et donc là, des dispositifs législatifs de soutien à ces collectivités qui pourraient être mises en œuvre et qui ne le sont pas. Et donc sur ces sujets-là, il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas suffisamment faites aujourd'hui ou qui reposent exclusivement sur les collectivités. Par exemple, le Centre Val-de-Loire, là, ils vont déployer 190 stations d'autopartage. Et donc on voit bien que l'on peut nourrir également la volonté que les gens n'aient pas à prendre à avoir deux voitures. C'est un gain évidemment pour le climat et le CO2, et c'est un gain également de pouvoir d'achat, parce qu'une voiture, ça coûte cher à acheter, ça coûte cher à entretenir, et ça coûte cher pour mettre de l'essence. Merci. Est-ce que tous les sujets que vous avez abordés vont faire l'objet d'amendements? Est-ce qu'on peut faire un point justement sur les amendements que chacun de vos groupes respectifs va porter ou défendre lors de l'examen en commission? Pour tout vous dire, on a quand même pas mal d'amendements de suppression d'articles parce que ils ne nous conviennent pas, voilà, tout simplement. Je vais vous prendre deux exemples qui pour moi sont assez, même trois. Allez, trois exemples assez marquants. Le premier, c'est d'indexer le prix des transports sur l'inflation. Pour nous, ça, c'est impossible. C'est pas possible de dire il faut que les gens aillent vers des mobilités durables, il faut que les gens aillent vers des transports en commun et dans le même temps faire en sorte de répercuter le coût de l'inflation sur le prix du billet. C'est tout simplement pas possible. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, j'ai pas l'impression que nos salaires soient répercutés au terme de l'inflation. Donc si on veut faire perdre encore du pouvoir d'achat et que les gens retournent vers la voiture, je pense qu'on peut pas s'y prendre autrement. La deuxième chose sur laquelle nous on est vent debout et on ne comprend pas comment on peut brader comme ça une entreprise publique, une entreprise historique, une entreprise dont je pensais qu'on était fier et qui était un fleuron de l'industrie, c'est avec SNCF Connect. L'obligation de vendre des billets par la plateforme SNCF Connect, pour nous, est une bêtise sans nom et de tordre le bras pour permettre à la concurrence de s'implanter sur le marché. Et c'est une gabegie sans nom. On parle de quoi? On parle de Trenitalia, qui est sur le marché depuis 4-5 ans, qui perd de l'argent, qui n'arrive pas à remplir ses trains. On leur a bien fait comprendre, en tout cas en Italie, que le patron il a dit maintenant, si dans les 2 ans vous ne rentrez pas en positif, on quitte le marché français. Vous imaginez un peu le séisme à tous ceux qui chantent la concurrence. Si le premier concurrent qui arrive, Trenitalia, se barre au bout de 7 ans du marché français sous prétexte qu'il ne peut pas faire d'argent. Vous imaginez un peu le drame intersidéral dans le monde du libéralisme et du capitalisme, c'est la fin du monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va leur donner gratos le fait d'aller sur une plateforme qui a été créée par la SNCF, construite par la SNCF, dont à mon avis certains ont dû dire à l'époque qu'est-ce que c'est que cette appli de merde, parce qu'on ne va pas se rendre compte d'histoire, ça fonctionnait quand même sacrément mal et ça buguait pas mal. Pour autant, on a mis l'argent qu'il fallait, on a mis les compétences qu'il fallait, maintenant on a un super outil. Et la SNCF Connect capte 95% des ventes de billets de train. Écoutez, c'est comme ça. Je veux dire, c'est trop facile de se dire ça marche pas, les concurrents n'arrivent pas à remplir leur train, donc hop, on leur file l'outil qui va bien pour pouvoir les remplir. Et en plus de ça, dans le même temps, on oblige la SNCF à faire minimum 2 milliards d'euros de bénéfices, parce que sinon les 4,5 milliards, on n'y arrivera jamais.
Donc on voit bien qu'il y a un problème complet sur ça. Alors j'entends, pour l'usager c'est plus simple, pour le voyageur ce sera plus évident, ce sera plus facile, etc. Mais enfin il y a quand même 99,9% de cette loi, hormis l'article 1, on n'en a pas besoin s'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence. Hein. Tous les articles quasiment, c'est pour régler les problèmes qu'ont créé la concurrence. Donc si on veut arrêter de se formenter la tête là et puis de se poser des problèmes, bah, c'est pas compliqué. On vient un monopole public, alors je sais que là-dedans il y en a, ça va se dire, mais c'est pas grave, moi je l'assume. Un monopole public avec une entreprise publique intégrée, avec un état stratège. Bref, un truc qu'on a connu, qui a fonctionné pendant 80 ans. Certes, il fonctionnait beaucoup moins bien à la fin parce que tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a acheté sous le bus, mais en attendant, ça fonctionnait. Et donc là, voilà, on va se poser des questions comme ça, donc SNCF Connect, et puis le fait que les terrains de la SNCF, SNCF Réseau notamment, on les file gratos aux régions, et puis comme ça, on va pouvoir mettre les petits ateliers bien tranquilles, mais mille, aux entreprises privées qui arrivent sur le marché et qui ne veulent pas partager notamment leurs ateliers avec la SNCF. Donc voilà, ça c'est 3 points, et bon, je pourrais revenir sur plein d'autres articles, ces 3 points qui sont pour nous incompréhensibles, qui sont voilà, vraiment, on est complètement à côté de la plaque. Alors à chaque fois, on va nous opposer, nous dire que mais oui, mais pour le voyageur, ce sera plus simple, pour le voyageur, ce sera plus facile. Bah, déjà, si on avait pas ouvert la concurrence, je pense que ce serait déjà beaucoup plus facile aujourd'hui pour le voyageur. Non mais des amendements, vous en avez encore 400, et 400 super amendements, donc on va débattre là toute la journée, peut-être tout demain, de petites mesurettes, de débats entre passionnés, d'ailleurs des passionnés depuis des années, ce qui n'a pas empêché à nos transports de se tiers-mondiser, mais ils sont passionnés pourtant depuis tant d'années que il y a une différence en fait entre être passionné et être compétent et être visionnaire surtout sur le sujet des transports. Mais je vous dis, comme la plupart des amendements les plus importants ont été déclarés irrecevables, nous il nous reste un angle dans ce projet de loi que je vous ai déjà énoncé tout à l'heure, c'est le fait que les recettes financières de la route financent la route. Et je reviens sur cette opportunité majeure qui est l'autofinancement, enfin le financement déjà amorti des autoroutes pour financer le renouvellement, le désenclavement, voire même la construction de nouvelles routes. Et puis si on a bien l'idée que demain les mobilités routières seront propres avec la voiture électrique, eh ben, pas de problème, construisons des routes pour désenclaver nos territoires. Voilà le grand message politique que nous passerons dans ce projet de loi cadre transport. Mais le sujet de fond, c'est comment est-ce qu'on investit réellement pour nos transports. Il y a le combien et le comment. Le combien, on ne l'a pas dans cette loi, on verra peut-être au moment du projet de loi de finances, ou au moment de la présidentielle, ça c'est pour le combien. Et le comment, c'est comment est-ce qu'on repense une gouvernance beaucoup plus agile, beaucoup moins technocratique, beaucoup moins usine à gaz que sont ces gouvernances entre les contrats de plan État-région, les autorités organisatrices des mobilités, les différentes collectivités territoriales, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, etc. Pour l'exemple des CERN, en 2023, on a voté cette loi pour acter l'idée que ce serait bien de faire des CERN. Depuis, il ne s'est absolument rien passé. Je me souviens qu'à l'époque, on parlait de conférence de financement dans les 6 mois, puis c'est toujours rien passé. Et aujourd'hui, du coup, ça n'a tellement pas marché cette loi sur les CERN que du coup, on refait, dans le cadre de ce projet de loi cadre, un article sur les CERN. Bon, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il faut donner de l'agilité à la gouvernance des transports. Donc je reviens, les 2 grands axes, c'est le combien, le comment, donner de l'agilité, mettre fin d'ailleurs, je redis, à l'écologie punitive dans le développement de projets, et recréer ce ministère de l'équipement pour les filières
pour les filières de projets, pour de grands travaux dans notre pays, parce qu'on n'a pas investi dans nos infrastructures réellement de façon structurante depuis 50 ans, peut-être même depuis le général de Gaulle en réalité. Donc il y a un vrai sujet sur tout ça. Peut-être que, comme il est moins 10 et que nous on doit être en commission à 9h02, 3, est-ce qu'on aura l'occasion peut-être de discuter 10 minutes avec les gens qui veulent nous interpeller avant qu'on s'en aille comme des voleurs? Peut-être que je sais pas, quoi, ce serait intéressant pour, je sais pas, échanger des cartes de visite et donc voilà. Après, on va juste faire une petite action aussi sur les amendements par Christine Arrigui et après peut-être revenir sur SNCF Connect et après parler juste rapidement d'une possibilité de vote de la loi. Oui, alors nous avons déposé pas mal d'amendements de correction, là où je regrette effectivement que le Sénat ait par pas mal d'amendements complexifié certaines dispositions, notamment et particulièrement par rapport à l'article 10, qui était l'article le plus complexe sur le sujet. Je ne considère pas que la technique, moi, soit à critiquer. Une loi, c'est toujours technique. Quand il s'agit de transport, c'est naturellement, je le dire, presque intrinsèquement technique. Donc, pour moi, c'est pas un sujet. Et puis, par ailleurs, c'est une loi qui n'avait pas pour idée, et certainement pas, et j'en suis ravi, d'accueillir tous les fantasmes de ceux qui ont été exprimés à côté de moi, notamment suppression des ZFE, suppression des ZAN, parce que, évidemment, c'était un cavalier budgétaire, et heureusement. Donc, sur la question, moi, je voudrais revenir sur la question de la billettique, parce que bon, c'est un sujet qui me paraît extrêmement important. Moi, j'ai l'expérience du Japon, où le réseau, il est propriété de sociétés privées, il est entretenu par des sociétés privées, il est exploité par des sociétés privées. Et pour tout vous dire, s'il y a 1 minute de retard de quai à quai entre deux correspondances, entre le Shinkansen et un TET ou TER, puis après notre train de ligne à desserte fine, voire un téléphérique qui, tout ça correspond à une même billettique, ils se font presque harakiri. Donc en vrai, ça peut marcher, c'est pas la question de la concurrence ou la question de l'absence de concurrence. Ça peut marcher parce que, on le sait, le transport répond à un choc d'offres et le besoin et l'envie de transport en commun aujourd'hui en France est extrêmement important. Et donc moi je ne considère pas que la concurrence puisse être quelque chose qui vienne freiner le développement de la SNCF, qui est l'opérateur historique, qui a une maîtrise extrêmement précise et complète de son réseau et de son exploitation, mais peut venir enrichir. Pour autant, évidemment, que l'on mette tout le monde à égalité, et là où on a un vrai problème en France, c'est que notre modèle économique et le modèle économique de la SNCF repose sur des péages chers, y compris pour lui-même, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Et cet équilibre financier qui repose sur des péages chers, qui ne correspond pas à l'équilibre financier que l'on retrouve en Suisse, en Allemagne ou même en Italie, où il y a eu, en Italie comme en Allemagne, des plans massifs d'investissement avec des plans de programmation pluriannuelle, contraint la SNCF finalement à une position un peu de repli parce que à partir du moment où on lui prend des péages, enfin on lui prend des lignes qui rapportent, eh bien ça pourrait venir en diminution de son équilibre économique. Donc c'est là qu'il y a un point qu'il faudra traiter, qui n'est pas traité dans cette loi, de l'équilibre dans le secteur concurrentiel, et probablement de mise en œuvre de dispositifs qui obligent évidemment les concurrents à assurer aussi tout le reste, c'est-à-dire la ligne desserte fine et autres lignes, alors même qu'ils ne viennent profiter, entre guillemets, que de celles qui rapportent le plus, et on connaît par exemple le Paris-Lyon en particulier. Donc là, c'est le premier point. Mais pour autant, la demande est tellement forte que, quand bien même il y aurait d'autres trains, ils puissent évidemment être remplis, ça je n'en doute pas. Sur du coup une billettique commune, moi j'y suis favorable pour les usagers et au bénéfice des usagers, pour autant que ce soit pas que ce soit négocié SNCF Connect, enfin SNCF et les autres, pour effectivement que ce soit pas un service gratuit où on ouvre tout et personne ne paie rien et profite de tout. Voilà, donc il y a quelque chose à voir là-dedans. Il y a eu une enquête, une mission qui a été
lancé au niveau du Sénat sur ce sujet en particulier. Ça me paraît extrêmement important. Et pour tout vous dire, moi je rêve d'une billettique unique pour l'ensemble des transports de toute nature, y compris le métro, et on verra tous avec quantité unique, et ça serait formidable. Bon, informatiquement parlant, on nous dit, ça a été tenté, hein, vous savez qu'il y avait déjà eu cette expérience qui a été lancée, c'était au moment de Clément Beaune, je pense. Et puis qui n'a pas abouti parce que ça n'a pas été financé et qu'on n'y a pas mis les moyens pour arriver à faire une proposition qui soit correcte et cohérente. Ensuite, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants dans les mobilités, à la fois collectivités locales et État, sauf à ce qu'on arrête la décentralisation alors que nous sommes fédéralistes. Je ne vois pas comment on pourrait revenir là-dessus, mais par contre, je sais très bien que quand il y a des collaborations actives, ça marche. Vous avez Strasbourg sur le CERN, ils ont fait du CERN avant de le savoir, et il y a du collaboratif et ça marche. Vous avez Bordeaux, ils ont fait du CERN sans le savoir et ça marche. Donc les collaborations, elles peuvent être mises en œuvre et j'espère bien qu'elles le seront pour les CERN à développer ultérieurement. Donc franchement, moi je suis sur ces sujets-là assez optimiste dans la mesure où je vois sur le terrain, chaque fois que je me déplace, non pas des expériences, mais des réalisations concrètes qui fonctionnent quand les opérateurs s'entendent, qu'ils soient SNCF, qu'ils soient régions et également les départements, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils avaient été un peu oubliés dans la loi cadre, j'ai déposé des amendements en ce sens, parce que les départements sont aussi acteurs de mobilité, bien que n'étant pas AOM, parce que ils ont des transports, ils entretiennent des routes, et ils font du bus scolaire, et donc c'était important de les intégrer, de les réintégrer dans la loi cadre où ils étaient un peu absents. On sait que les députés doivent partir tout de suite pour être alors en commission. En une seule phrase, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur est-ce que si le projet de loi peut passer en séance publique ou non? En une seule phrase. Je vais vous dire, il peut passer. Nous, on n'a pas aujourd'hui arrêté notre position de vote final. Ça dépendra un petit peu de ce qu'il en sort. L'avantage du travail en commission, c'est qu'on brouillonne. C'est parfois aussi intéressant, hein, malgré la frustration intellectuelle que j'évoquais sur cette loi très techno. Même s'il est vrai que le sujet est technique, mais pour nous, ça manque tout de même de vision. L'avantage du travail en commission, c'est que ça permet aussi de continuer à se faire une idée. La billettique unique, nous, on y est plutôt favorable sur le principe, mais il ne faudrait pas que l'ouverture à la concurrence se transforme en la même catastrophe que ça a été le cas pour EDF, qui a été découpé avec, par exemple, la Reine. C'est un peu le même mécanisme, donc on sera vigilant sur tout ça. Donc ça peut passer, il y a quelques mesurettes intéressantes. Nous, on arbitrera notre position en séance. Ça dépendra aussi des bonnes dispositions des promoteurs de ce texte à notre égard. Monsieur Sermon, pour vous. Oui, alors bien malin celui qui serait capable de dire si ça passera ou si ça passera pas. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que nous, on sera prêts à faire des longs débats si nécessaire à l'Assemblée nationale, parce qu'on parle quand même de transport, on parle de sujets très importants. Donc s'il y a des centaines d'amendements, j'ose croire que le ministre ne viendra pas sur le jeu de l'obstruction ou de je ne sais quoi, parce que ce sera pas le cas. Ce sera juste qu'on veut des débats, qu'on veut des vraies discussions de fond. Et juste pour répondre à Madame Agrigui très rapidement, à partir du moment où on est en concurrence, ça ne peut pas fonctionner. Quand on sera en coopération, s'il y a de la coopération, pas de problème. Et vous prenez la Suisse, vous prenez le Japon, il y a de l'interopérabilité nationale, il y a de la coopération entre compagnies. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas en France. Déjà, entre régions, ils n'arrêtent pas à s'entendre. Donc, je ne vois pas dans quel monde ça pourra fonctionner sur ce modèle. Merci. Quand on a un État stratège, comme tu le disais tout à l'heure, et ce que nous n'avons pas suffisamment en matière de transport, et d'ailleurs en aucune façon, dans aucun sujet. Alors moi, je ne poserai pas tellement la question est-ce que ça passe ou ça passe pas, est-ce que ça va passer dans l'hémicycle? Ça, c'est encore une autre question, parce que pour l'instant, on n'a strictement aucune information comme quoi ce texte pourrait aboutir dans l'hémicycle ni quand.
Donc ça, c'est quand même la première chose. Et ensuite, par rapport à la question du vote, eh bien, nous, on va conditionner évidemment notre vote à ce qui va être en cours et en même temps, c'est-à-dire le budget. Et je ne sais pas s'il y a de l'habileté politique ou pas de la part de M. Tabarot sur ce sujet-là, mais franchement, si le roi est nu, au moment du budget, ça ne mettra qu'en relief que c'est une loi de plus, d'intention, qui est franchement pas nécessaire, si ce n'est dans ces dispositions techniques qui sont importantes. Hein. Mais voilà, donc je pense que la concomitance à la fois du dépôt de l'examen dans l'hémicycle avec l'examen du budget pourra permettre de voir véritablement la sincérité du gouvernement sur le sujet des mobilités. Merci à vous trois. Merci. Non, mais je vous en prie. Moi, j'aurais pas trop. J'aurais bien aimé qu'on ait